La santé mentale, c'est l'aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre. Bon, j'ai pris juste une définition random de Wikipédia pour qu'on sache de quoi on parle, mais pour moi, en gros, la santé mentale, c'est le fait d'être capable d'affronter les situations de la vie en sachant retrouver son équilibre, en privilégiant son bien-être, et ça permet de s'apaiser et de mieux se comprendre. C'est trop bizarre, il y a des gens autour. Je sais pas si vous voyez c'est qui Lena Situation, mais là une phrase souvent qui dit « Quand tu reçois, tu donnes ». Et pour moi on peut aussi l'interpréter de cette façon-là, c'est-à-dire que quand tu remplis ta coupe, après t'es capable de la déverser dans celle des autres. C'est comme quand on est dans un avion et qu'on nous dit de d'abord mettre le masque à oxygène sur nous-mêmes avant de mettre sur le passager d'à côté. C'est parce que quand on n'est pas en paix avec soi-même, on peut pas prendre soin des autres et donner aux autres correctement. Parce qu'on n'a pas l'énergie de le faire en fait. Après, petit disclaimer évidemment, je suis pas psy, rien du tout. Je veux juste, dans cette vidéo, partager ce que moi je fais pour privilégier ma santé mentale et la soigner au quotidien, dans l'espoir que ça aide les autres. Concrètement, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour privilégier ma santé mentale et la soigner? En fait, ça passe par des petites choses toutes simples que tu appliques régulièrement. Par exemple, pour moi, j'ai une note Happy Moments dans les notes de mon téléphone, où je note tous les moments où je me suis sentie heureuse. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une note où j'étais en train de rentrer à vélo d'une soirée, non pas d'une soirée du coup vu que le soleil il se couchait, bon bref, j'étais en train de rentrer d'un moment avec des amis où j'avais de la musique dans les oreilles, le soleil il se couchait et j'étais vraiment trop heureuse parce que c'était juste un moment de paix où j'étais avec moi-même et j'étais bien. Et du coup je me suis dit je vais le noter. Et je fais ça à chaque fois que je me sens heureuse, histoire que quand ça va pas, après je puisse revenir voir ces moments et je me dis genre ouais t'as quand même eu tout ça de moments heureux, ou même si c'est un seul, t'as eu au moins un moment heureux récemment. Il y a une youtubeuse dont le pseudo c'est AIM, A-I-M, qui a posté récemment sur son Instagram une phrase qui disait « Derrière les nuages, il y a le soleil ». Enfin pour le coup, elle parlait du fait qu'elle est en train de faire une dépression et que chaque jour, elle doit se rappeler que derrière tout ce négatif, il y a aussi du positif qui se cache et qu'elle va retrouver. Et bah là, c'est exactement ça en fait. Ça permet de se rappeler les moments de positif que t'as eu dans ta propre vie pour ensuite les retrouver plus facilement quand t'en as besoin. Aussi, j'ai une routine journaling, on va dire, c'est-à-dire que j'ai une sorte de carnet où j'écris mes émotions et où j'essaie de concentrer le positif. Et en fait, je structure ça par semaine. J'ai 3 catégories. En gros, j'ai d'abord une catégorie émotion où je balance juste tout ce que j'ai ressenti pendant la semaine, que ce soit positif, négatif, la rage, le bonheur, le soulagement, tout ce que tu veux. Après, j'ai une catégorie pour mes gratitudes, c'est-à-dire qu'après avoir balancé toutes mes émotions positives et négatives, je choisis de me concentrer que sur le positif. Et là aussi, j'écris des moments ou des sensations que j'ai eues où je me suis sentie reconnaissante pour ce moment-là. Reconnaissante envers qui? Je sais pas, l'univers, envers toi-même, envers ta pote. Mais juste un moment où tu t'es sentie reconnaissante de ressentir ça, de vivre ça. Et pareil, ça te permet de te concentrer sur ce qui s'est passé de positif dans ta semaine. Et il y a des fois, pour moi, c'est toute une liste où j'ai plein de choses à écrire, ou d'autres fois, c'est juste un moment comme aujourd'hui il a fait beau. Ou aujourd'hui j'ai bu une tasse de thé, et ça varie vraiment de semaine en semaine. Il y a des fois où je remplis complètement mon truc comme là, ou d'autres fois où c'est quasiment vide. Mais quoi qu'il en soit, le but c'est pas de me juger en faisant ça, de me dire ah la semaine passée j'ai eu plus de moments positifs ou pas, c'est juste de me concentrer sur l'instant présent et de me dire dans ce moment-là il y a eu ça de positif. Et ça, pareil que mes happy moments, ça permet aussi de garder une trace de ce qui s'est passé de positif et de me dire que même dans le négatif il y a du positif, même si c'est juste une leçon à apprendre. Et la catégorie, je l'appelle statement. En gros, c'est que chaque semaine, en début de semaine, j'écris une phrase pour dire comment la semaine va se passer ou comment je veux qu'elle se passe. Par exemple, il y a une semaine où j'ai écrit « Il fait beau dans le ciel comme dans mon cœur » et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine-là, c'est-à-dire que ça a mis mon état d'esprit sur une vitesse, entre guillemets, les vitesses des voitures, ça a mis mon état d'esprit sur une vitesse où je me suis concentrée sur ça, sur ce qu'il y avait de positif. Et le fait qu'il faisait beau, il a fait super beau toute la semaine, et toute la semaine j'étais en paix avec moi-même, j'étais bien. Pour le coup, ça relève aussi un peu de la manifestation puisque tu décides que ça va se passer comme ça en fait. Pour une autre semaine, j'avais écrit « Les problématiques se résolvent, la joie prend place ». Et pendant que j'écrivais cette phrase, je pensais à une problématique en particulier en fait. Et à la fin de cette semaine, cette problématique elle s'est effectivement résolue d'une manière tellement belle et qui m'a mis tellement en joie. Et quelques jours plus tard, je suis retombée sur le fait que dans mes statements, j'avais écrit cette phrase-là et j'étais hallucinée de voir que c'est exactement ce qui s'était passé. Je pense que je suis pas la meilleure pour essayer de décrire ce que c'est la manifestation et la loi de l'attraction, etc. Parce qu'au final, j'y connais pas grand-chose, je le fais un peu instinctivement. Mais je pense qu'il s'agit juste du fait que quand on émet une intention pour soi ou dans l'univers ou dans sa vie, on se met sur un état d'esprit qui fait qu'on va voir les choses de cette manière-là en fait, que ce soit négativement, si on se dit « Ah, je suis en train de passer une journée de merde », toutes les choses qui se passent, on va les voir négativement. Alors que par exemple, hier, j'étais en train de passer une super journée et je m'étais mis dans mes statements que ça allait être une bonne semaine, quelque chose comme ça, bref.
et j'avais rendez-vous avec un mec, il devait me vendre quelque chose de Facebook Marketplace et au moment où j'étais déjà arrivée devant chez lui, il me dit qu'il aura 1 heure de retard parce qu'il avait eu un problème avec sa moto, quelque chose comme ça. Et je pense que parce que j'étais déjà dans cet état d'esprit positif que je m'étais intentionnellement mise dedans, j'ai été capable de voir ça positivement et je me suis juste dit genre ok bon bah c'est un moment que j'aurai pour traîner dans un parc, pour lire un peu et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, après, quand on s'est effectivement rejoint et qu'il s'est excusé platement du fait qu'il était tellement en retard et tout, moi je me suis dit, bah merci de t'excuser, c'est la moindre des choses. Mais je l'ai pas pris mal parce que je me suis dit, mais c'est un moment que j'ai eu pour moi. C'était un truc où, on va dire, l'univers m'a forcé à prendre du temps pour moi et j'étais plus reconnaissante qu'autre chose au final. Dans cette même idée de transmission d'énergie, je pense que c'est important de s'entourer de personnes lumineuses, de personnes qui nous font ressortir le positif dans la vie et en nous-mêmes. Et en fait, quand je dis des gens positifs et lumineux, c'est des gens qui, quand tu les quittes après avoir passé un moment avec eux, tu te sens énergisé, tu te sens bien, tu te sens pas drainé de ton énergie, tu te sens pas dans un mindset négatif comme si tu avais des nuages au-dessus de la tête. Ça veut pas dire que c'est des gens qui sont jamais négatifs, mais que c'est des gens qui, de manière générale, ont tendance à plus apporter du positif ou ne pas forcément chercher du négatif partout. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont tendance à faire ressortir tout ce qu'il y a de mal dans une situation. C'est-à-dire que par exemple, s'il fait beau, ils auront tendance systématiquement à se dire « Ah ok, super, mais maintenant je transpire, je me suis pas habillée de la bonne manière, merde, bien sûr, ça arrive que tu sois de mauvaise humeur, mais si c'est un pattern répétitif dans une personne, je vais avoir tendance à m'en éloigner un peu. Après, il y a plein d'attitudes de pleine conscience qu'on peut mettre en place dans sa vie. La pleine conscience, c'est une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante qui peut être interne, sensation, pensée, émotion, action ou motivation, ou externe, au monde environnant, au bruit, aux objets ou aux événements. Pareil, une définition random de Wikipédia juste pour qu'on sache de quoi on parle. Et pour moi, il s'agit juste d'être présent dans l'instant et de chercher à y trouver du positif. Et pour s'ancrer, il y a des activités qui sont hyper bonnes pour ça. Il y a par exemple simplement le jardinage, parce que tu te concentres sur une chose calme et un peu, je sais pas si on peut dire répétitive, et ça a tendance à calmer ton esprit quand il divague un peu. Il y a aussi le yoga parce qu'il y a tout un travail sur la respiration. Tu te concentres beaucoup sur ce que ton corps ressent, que ce soit la douleur d'une telle position, ou le fait que tes muscles s'activent dans telle position, ou que ça te les étire et que c'est agréable, etc. Et il y a aussi la méditation. C'est vrai que la méditation, ça peut être un sujet un peu délicat, on va dire, pour certains, parce qu'ils sont incapables de s'y mettre, parce que c'est un moment où juste tu dois être là, et juste être là. Juste être présent en fait. Ça veut pas dire que tu vas rien faire parce qu'il y a différents types de méditation. Tu peux aussi par exemple juste méditer quand tu es dans un trajet de bus. C'est-à-dire que tu vas juste t'ancrer dans le moment présent, dans ce que tu ressens et dans ce qu'il y a autour de toi. Et concentrer ton esprit sur une chose et quand il commence à divaguer, tu vas essayer de le ramener à cette chose que tu as décidé qu'il allait se concentrer. Par exemple, ça peut être un mantra. Un mantra, c'est, je sais pas si je vais l'expliquer correctement, mais de ce que j'ai compris, c'est une phrase que tu te mets, que tu vas répéter en boucle pendant une méditation. Par exemple, on va dire le mantra je suis amour et je suis aimé. C'est quelque chose que tu vas te répéter encore et encore et que du coup ton esprit va finir par croire en quelque sorte et que ton esprit va se mettre sur cette vitesse d'énergie, on va dire. La méditation, ça aide à s'observer, à se recentrer sur soi et à prendre du recul sur pas mal de choses. Et pour commencer, il y a des méditations semi-guidées sur YouTube, il y en a vraiment plein. Moi j'avais commencé avec celle du youtubeur Autodisciple. Il avait fait toute une série de méditations pour initier à la méditation, je la mettrai en lien en barre d'infos. Et j'avais trouvé ça super, il n'y avait pas de chichi autour de musique un peu fancy ou de quoi que ce soit, c'était juste quelqu'un qui te parle et qui te guide vers une méditation. Et ensuite il te laisse là pendant quelques minutes, tu fais ta petite méditation. Et ensuite il revient capter ton attention pour te sortir de là. Le truc c'est pas non plus de méditer tous les jours forcément, pour moi en tout cas, c'est plus une fois que tu as instauré cet état d'esprit de temps en temps tu t'ancres dans le présent et tu fais en sorte d'être attentif à ce qui t'entoure et à ce qui se passe en toi, c'est de faire ça au quotidien, dans des tout petits moments comme là par exemple, j'entends le bruit d'une balançoire d'un enfant derrière moi, je sens mon torse qui vibre parce qu'il y a ma voix qui passe, je sens le bruit des oiseaux, je sens la terre sous mes fesses du coup. Et c'est juste de prendre des moments pour s'ancrer comme ça. Après évidemment il y a le fait de faire du sport parce que ça permet de reconnecter ton corps et ton esprit. Et comme beaucoup de gens disent, et moi aussi je suis d'accord, c'est que ça te vide le cerveau parce qu'on a tendance à être beaucoup sur le plan intellectuel avec notre cerveau et à pas tellement se connecter à notre corps. Et en fait, le fait de faire du sport, je trouve que ça amène un autre type de concentration. Et même au niveau biologique, ça libère plein d'hormones du bonheur. Et c'est ce que les gens voient. Après avoir fait une séance de sport, ils sont soulagés, ils se sentent fiers d'eux-mêmes, ils se sentent énergisés. Et c'est vrai que le sport, quand t'en fais pas, t'as l'impression que ça peut te fatiguer de ouf. Et si t'en fais une fois, bah ouais. Mais si ça devient
une habitude plus ou moins fréquente, bah tu te rends compte qu'en fait ça te donne de l'énergie même. Genre moi, une journée que je passe assis sur mon canapé à pas faire grand chose et une journée où j'ai fait du sport, où j'ai fait plein de trucs, je trouve que j'ai plus d'énergie dans la journée où j'ai fait plein de trucs et où j'ai fait du sport. Dans ma vie, il y a eu aussi une longue période où je détestais faire du sport parce que j'associais ça à quand on m'obligeait à faire du sport à l'école, dans des cours, etc. Mais je pense que c'est comme tout, à partir du moment où tu as trouvé une forte raison de pourquoi tu veux faire ça, tu finis par te l'imposer à toi-même en fait. J'ai écouté d'ailleurs un podcast sur ça ce matin, sur le fait qu'il ne faut pas compter sur ta motivation pour arriver à faire des choses dans la vie, parce que la motivation ça vient et ça part. À mon avis, il faut juste compter sur une forte raison de pourquoi tu fais les choses, et ça devient en quelque sorte ta motivation, et il faut aussi compter sur la discipline. C'est-à-dire que si tu te dis je vais faire du sport 2 fois par semaine, tu fais du sport 2 fois par semaine. Il y a des fois tu n'auras pas envie, tu le fais quand même, parce que c'est de la discipline. Comme pour aller au travail, comme pour aller en cours, des fois t'as pas envie, tu le fais quand même. Après, pour commencer à faire du sport, on peut aussi commencer à toute petite échelle, c'est-à-dire qu'on peut juste faire du sport depuis chez soi, en pyjama, sur une vidéo de 10 minutes de cardio de Chloé Ting. Quoique Chloé Ting c'est déjà assez intensif, c'est pas commencer petit, mais bref, on peut faire une vidéo de 10 minutes, ou même juste de yoga un peu sportif, histoire d'avoir ton cœur qui commence à battre, et t'habituer petit à petit plutôt que de se lancer tout de suite dans un cours de 1 heure où tu transpires de ouf, parce que si t'es pas habitué à faire du sport, tu vas plus en retirer le négatif que le positif, je pense, en faisant comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est comme ça que moi je le vis en tout cas. Après, il y a aussi le fait d'aller voir un ou une psy, que je trouve très important et que je trouve que vraiment tout le monde devrait faire, parce qu'on a tous des parts d'ombre et des choses à régler avec soi-même ou avec les autres. Et je pense que d'aller voir un psy, au-delà de t'apaiser avec toi-même, ça permet aussi d'être plus agréable et de savoir comment tu fonctionnes pour ensuite mieux vivre en société en fait. Imaginons que tu as des problèmes avec la colère ou genre tu t'énerves très vite ou très intensément. En allant voir un psy, tu peux comprendre d'où ça vient et comment mieux le gérer. Ensuite, t'es plus agréable au niveau sociétal, au niveau communautaire quoi. Ou alors tu arrives mieux à t'expliquer et à gérer tes émotions. En fait, le but c'est pas forcément d'éliminer ces parts d'ombre tout le temps, je pense, mais c'est d'apprendre à vivre avec et de vivre bien avec. Et aussi, j'ai souvent entendu, et je pense que c'est vrai, que c'est aussi important d'aller voir plusieurs psys avant de choisir celui ou celle qui nous convient le mieux. Parce qu'il y a plein de méthodes différentes, et par exemple, si tu préfères avoir un ou une psy qui va juste t'écouter et pas dire grand chose, te laisser déverser ce que tu ressens et de temps en temps te donner une piste de réflexion, c'est très bien. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un ou une psy qui va vraiment avoir une conversation avec eux, qui va les guider à travers la conversation et pas juste les laisser parler sans vraiment répondre. Et ça aussi, à partir du moment où tu sais comment tu aimerais que le psy fonctionne avec toi, tu peux lui dire tout simplement. Ensuite, dernier truc que je... Oh, moineau. Donc, ensuite, un dernier truc que je trouve important à faire de temps en temps, c'est une détox médiatique, surtout quand on est militant, parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir autant d'informations que ce qu'on en reçoit de nos jours, surtout si on est militant. On suit des journaux, on a des applications de médias, etc., qui nous envoient des notifications. Et je pense que faire une pause de ça de temps en temps, ça peut être hyper bénéfique, mais ça veut pas dire ne plus s'informer du tout, ça veut juste dire que si tu arrives à un moment où tu sens que c'est trop, ou que tu sens que ça affecte ta santé mentale au quotidien ou comment tu te sens, tu décides que tu vas juste faire une pause, juste tu désinstalles les applis pendant peut-être une semaine ou deux selon tout ce que tu as besoin pour de nouveau re-remplir ta coupe et avoir de nouveau de l'énergie pour que ce soit constructif de recevoir autant d'informations, parce que si juste ça te draine, ça sert à rien. Parce que tu vas rien faire de positif. Je voulais aussi parler rapidement de la santé mentale des hommes, qui je pense est fortement reliée au patriarcat et à la masculinité toxique, dans le sens où on ne leur apprend pas dès le plus jeune âge et on ne les laisse pas exprimer leurs émotions. On les encourage à ne pas en parler, par exemple on dit aux petits garçons que c'est pour les filles de pleurer, si tu pleures c'est que t'es une fille, faut pas pleurer, c'est que t'es un homme, etc. Et plein de petites choses comme ça, et je pense que ça va bien plus loin que ce qu'on dit concrètement, mais aussi de comment on se comporte avec eux. C'est-à-dire que si une femme pleure, peut-être qu'on va avoir tendance à vouloir la consoler, etc. Alors que quand un homme pleure, on va avoir tendance à le juger un peu. Peut-être qu'on va le consoler quand même, mais qu'on va être là genre... Pourquoi il pleure lui? Et c'est quelque chose qui se ressent quand même. Et du coup ça les encourage à pas s'exprimer et à tout garder en eux et à la limite à le ressortir en violence, parce que pour les hommes la seule émotion qui est valorisée c'est la colère, qu'on a d'ailleurs magnifiquement réussi à faire passer pour pas une émotion et à faire passer les femmes pour celles qui sont émotives. Et en ce sens je trouve ça essentiel que les hommes déconstruisent leur masculinité toxique aussi au niveau de la santé mentale, parce que c'est mieux pour eux, parce que d'appliquer les choses par exemple que je viens d'énoncer, ça peut leur permettre de se sentir mieux avec eux-mêmes déjà, et ensuite donc de mieux se comporter en société.
J'ai cherché quelques chiffres de l'OFSP suisse, c'est-à-dire l'Office fédéral de la santé publique, et j'ai trouvé plusieurs graphiques différents, plusieurs stats différentes, mais qui montrent à chaque fois que le taux de suicide chez les hommes, il est 3 fois plus important que chez les femmes. Et ça, justement, ça relève aussi du sexisme, c'est-à-dire que les femmes sont victimes de sexisme énormément, mais les hommes aussi, dans une certaine manière, et le fait qu'ils ne sont pas encouragés à s'exprimer sur leurs émotions, ça en fait partie beaucoup. Parlons maintenant d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est le fait qu'à partir du moment où tu as une forte conscience écologique, il y a une peur et un désespoir qui viennent avec, qui viennent du fait qu'on voit ce qui va nous arriver dessus, on voit la destruction de la planète. Et donc c'est le désespoir de voir qu'on ne réagit pas assez bien ou pas assez vite face à ces dégradations et qu'on ne sait pas quoi faire. L'éco-anxiété, c'est une détresse prospective, un stress pré-traumatique, une angoisse face à l'avenir sur les questions écologiques. Ça questionne toutes les classes d'âge. Par exemple, les jeunes, ils se questionnent beaucoup sur leurs études, sur leur avenir familial. Et par exemple, les plus âgés, les grands-parents, ils sont inquiets pour la génération future, pour leurs petits-enfants. Ça, faut savoir que c'est pas une pathologie et que c'est justement une réaction saine par rapport à ce qui se passe. Ça montre justement qu'on est lucide. Et malheureusement, il y a un prix qui vient avec cette lucidité, mais ça permet aussi de se préparer à ce qui va advenir. Dans un épisode du podcast Basilic, il y a Charline Schmerber qui parle d'éco-psychologie et c'est le fait de prendre soin de la relation entre l'humain et le vivant non humain et de se relier avec le vivant et de placer l'humain à sa juste place parmi les autres espèces vivantes, c'est-à-dire pas au-dessus comme on a tendance à le faire, mais parmi. C'est-à-dire que l'humain c'est une espèce parmi d'autres avec la même valeur en fait. Et pour soigner cette éco-anxiété, elle parle notamment d'écothérapie et c'est le fait d'emmener les personnes dans la nature pour se reconnecter à cette nature et ça calme leur anxiété. Elle parle aussi de Shinrin-yoku et de sylvothérapie qui sont justement des outils de l'éco-psychologie. C'est la même chose, ça veut dire bain de forêt et c'est une approche naturopathique qui implique d'emmener les gens en forêt parce que ça aurait des vertus curatives sur plusieurs pathologies. Salut. Je pense que si on a ce genre d'émotion, ce serait cool de pouvoir se tourner vers un ou une thérapeute qui est spécialisée dans ça, mais si on n'y a pas accès, de peut-être se renseigner à travers des podcasts, des vidéos, des articles qui en parlent et qui permettent d'apaiser. En fait, l'éco-anxiété, ça a tendance à provoquer une ambivalence entre une forte envie d'agir, de faire quelque chose pour régler ce qui va se passer, et une sidération où on est là, on ne sait pas quoi faire en fait, et où on se sent impuissant. Et ce questionnement, il est normal et il est sain à condition d'en faire quelque chose et de pas juste s'enfermer dans cette impuissance et dans cette attitude anxiogène qui va figer la personne. Et ce qui permet de vivre avec ses ressentis, il s'agirait de retrouver le chemin de l'action, c'est-à-dire de s'engager plus pour concrètement faire quelque chose. Cette éco-anxiété, elle a aussi un lien avec le deuil et les étapes du deuil, puisqu'on est face à un changement profond du système Terre qui fait qu'on doit faire le deuil de la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et dans le deuil, il y a 2 phases différentes. Il y a une phase de repli sur soi et de regard sur le passé, où on peut faire face à des étapes comme le déni, la colère, le marchandage et la tristesse. Donc le déni où on refuse de voir ce qui s'est passé, la colère où on est juste en colère contre ce qui se passe, le marchandage où on se dit, on essaye de négocier un peu, on se dit oui mais il s'est passé ça, mais c'est bien parce que ceci, et simplement la tristesse tout court. Après, il y a une deuxième phase qui est une phase ascendante, où il y a aussi d'autres étapes qui sont l'acceptation, le pardon, la quête de sens et la paix et la sérénité retrouvée. Et je pense que le fait de savoir qu'il y a ces étapes et de se concentrer aussi sur les étapes ascendantes, ça permet de retrouver une certaine forme de calme. Et l'important en fait, c'est juste d'être entendu dans ses craintes, que ce soit par soi-même ou par quelqu'un d'extérieur, d'être accueilli, de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin du vivant. Pour ça, d'après Charline Schmerber, ce qui peut être utile, c'est justement de réunir le corps et l'esprit, que ce soit à travers toutes les méthodes que j'ai mentionnées avant ou par d'autres méthodes, et de comprendre les émotions, de les accueillir, de les ressentir pleinement, pas essayer de les supprimer, et d'essayer de ralentir par rapport au sentiment d'urgence écologique, parce que selon elle, dans tous les cas, on ne sera jamais prêt, de toute façon, pour ce qui va arriver, mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de se préparer au mieux et de lâcher prise sur notre besoin de contrôle et d'accueillir la notion d'incertitude. Parce qu'au final, c'est ça la vie. Tu sais jamais ce qui va se passer. Le truc, c'est aussi d'accepter de parfois se mettre en retrait, de ne pas entrer dans le débat parce qu'on sait qu'on n'a pas l'état d'esprit adéquat pour que ce soit constructif et pour que ça nous épuise pas trop. Parce que si on le fait dans ces cas-là, on risque peut-être de transmettre une information erronée ou peut-être d'une manière qui sera pas constructive, qui va pas réellement convaincre. Il faut aussi se dire que si on n'a pas géré ses propres émotions par rapport à ce sujet, on risque de transmettre seulement de la crainte et de la peur et pas d'amener les gens à agir dans le sens qu'on voudrait. Il faut aussi réaliser qu'on n'est pas du tout seul face à ça. L'éco-anxiété, si ce terme existe, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est vécu relativement large échelle. Donc l'idée c'est d'être au clair avec ce qu'on vit soi-même pour ensuite encourager les gens à agir de la même manière, d'amener du positif et aussi de donner la preuve par l'exemple. C'est aussi très important d'accepter les différents rythmes des gens qui soient dans certaines étapes du deuil et donc ne pas les forcer s'ils en sont à une étape où ils sont pas
en mesure d'accueillir ce que vous avez à apporter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, que vous avez apprécié m'écouter. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, laissez un like, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous histoire que j'ai plus de visibilité. Et je vous dis à la prochaine!